Donc, bonjour à tous. Alors effectivement, c'est le propre du sport, c'est de savoir s'adapter dans des situations, on va dire, de contraintes. Et effectivement, comme vous avez eu une participation tous exemplaires et proposé beaucoup d'éléments d'information, on a choisi d'inverser, c'est-à-dire que je vais laisser du temps aux animateurs pour synthétiser un petit peu vos propos, et pendant ce temps, je vais vous faire une petite présentation de manière à faire un peu un état des lieux du rôle de l'entraîneur dans la préparation mentale. Alors, je voulais, avant de commencer, puisque le CREPS de Châtenay m'avait invité à participer à l'étude sur ce projet Erasmus, d'une part remercier le CREPS de Châtenay, et aussi je voulais remercier tous les participants, que ce soit les entraîneurs ou les athlètes qui se sont prêtés au jeu, parce que ça a permis effectivement de recueillir des données intéressantes. Je dois maîtriser à la fois le bip et le micro, mais je pense que je vais y arriver. Donc, pourquoi est-ce que, quand on parle préparation mentale, ce matin, on a vraiment choisi de cibler sur le rôle de l'entraîneur? Parce que dans la préparation mentale, l'entraîneur joue vraiment un rôle clé. Il joue un rôle clé parce que c'est lui qui est au quotidien en relation avec l'athlète. Alors, je vais faire un petit détour vers ce qui est plus de l'ordre de l'activité physique. Sauf à avoir des handicaps particuliers, tout le monde sait courir. Et pourtant, moi je viens de l'athlétisme, l'entraîneur a à cœur d'apprendre à ses sportifs à courir efficace. Donc tous les sportifs qui ont à courir apprennent à avoir des foulées adaptées, des appuis efficaces, etc., etc. Et souvent, moi je fais partie d'une génération des années 80 où on considérait que le mental, ça ne se prépare pas à l'entraînement, qu'on l'a ou qu'on ne l'a pas. Souvent, les entraîneurs ne prenaient pas du tout en compte cette dimension. Or, effectivement, tout le monde est capable de penser, de faire des images dans sa tête, de se concentrer, etc. Mais le rôle de l'entraîneur, c'est d'apprendre et d'aider les sportifs à optimiser leurs habiletés mentales, non pas simplement pour les utiliser, mais pour les utiliser de la manière la plus efficace. Pourquoi c'est un rôle clé de l'entraîneur? Parce que c'est comme un 4x4. Un 4x4, un bon 4x4, il faut un bon dosage de beurre, de farine, d'œufs et de sucre. Si vous cuisez votre gâteau sans mettre le sucre et que vous saupoudrez le sucre après, ça va être mangeable, mais ça ne va pas être aussi bon. L'entraînement, c'est la même chose. Dans tous les ouvrages de méthodologie d'entraînement, on lit que l'entraînement, c'est la préparation physique, technique, tactique et psychologique du sportif. Si on considère que les jeunes doivent d'abord développer des qualités sur le plan physique, technique, voire tactique, dans un bon dosage, en fonction de la discipline sportive, et que finalement la préparation mentale, ça va être un peu la cerise sur le gâteau qu'on va démarrer après que les fondamentaux physiques, techniques, tactiques aient été acquis, c'est pas inutile, mais ça va pas être le mode le plus optimal pour la performance. Donc l'entraînement intègre automatiquement la dimension mentale. Alors, pour moi, il y a 3 repères principaux pour l'entraîneur. Ces repères, en gros, sans rentrer sur du détail, des habiletés mentales à développer, etc., c'est les questions qu'on peut se poser régulièrement quand on entraîne. La première question qu'on peut se poser régulièrement, c'est est-ce que j'ai le sentiment que les sportifs sont réellement impliqués dans l'action? Ou est-ce qu'ils sont juste des exécutants? Si je suis exécutante en tant qu'athlète, ça veut dire que j'arrive à l'entraînement, j'attends que l'entraîneur me dise ce qu'il faut que je fasse, je fais, avec plus ou moins d'énergie, mais je fais, il me fait des corrections,
j'essaye de répondre à ses corrections, etc. Et là, je suis exécutante. Et si j'ai un peu de potentiel, je peux être performante. Mais est-ce que je vais atteindre mon meilleur niveau de performance dans ces conditions? Non. Le constat qui est fait, c'est que pour vraiment exprimer tout son potentiel, il est important que le sportif ne soit pas simplement un exécutant, mais soit un acteur de sa performance. Être acteur de sa performance, ça veut dire, on en a parlé ce matin, ça veut dire déjà donner du sens à ce que l'on fait. C'est se connaître de manière à pouvoir s'exprimer de la manière la plus efficace possible. C'est, plus on va aller dans la performance, c'est participer au processus d'entraînement, participer à l'élaboration des objectifs avec l'entraîneur, etc., etc. Chez les plus jeunes, c'est peut-être encore un peu tôt, mais on peut déjà les impliquer très tôt. Et cette implication, c'est un travail qu'on peut faire vraiment dès le départ, et non pas simplement en attendant les premiers échecs pour amener l'athlète à constater que, bah oui, mais là, tu es un peu trop passif dans ta pratique et ça serait bien que tu t'impliques davantage. Le deuxième repère important, c'est le plaisir. Donc en tant qu'entraîneur, c'est de se demander, ben, finalement, est-ce que mes athlètes se font plaisir? Alors, se faire plaisir, c'est pas être tout le temps dans la joie, la bonne humeur et le dilettantisme, hein. C'est tous les éléments de satisfaction qu'on peut retirer de sa pratique. C'est entretenir le fait que quand on a la chance d'être un sportif à haut potentiel, quelque part c'est un privilège, c'est-à-dire qu'on a la possibilité de vivre une expérience qui n'est pas donnée à tout le monde. Et j'ai comme modèle Maurice Houvion, qui a entraîné les perchistes pendant 40 ans, dont Jean Galfionne, qui a été médaillé, enfin plus que médaillé, champion olympique, et qui disait que lui, son leitmotiv dans l'entraînement de ses sportifs, c'était de l'entrain, toujours de l'entrain. Et c'est une question à se poser, est-ce qu'à un moment donné, on n'est pas en train de rentrer dans un travail un peu répétitif, un peu routinier, qui fait qu'il y a une perte d'intérêt? Nous-mêmes, dans nos pratiques professionnelles, des fois, on s'aperçoit que là, je suis en train de rentrer dans un train-train. Donc, comment est-ce que je peux œuvrer pour faire en sorte de retrouver l'enthousiasme, les éléments de satisfaction, etc. Et puis, le troisième élément qui est important, c'est, en tant qu'entraîneur, se dire régulièrement, est-ce que finalement, je donne de l'information suffisamment sur les progrès que réalisent les sportifs? Je me souviens d'un sportif avec lequel j'avais travaillé qui commençait à douter de lui, qui se décourageait et qui me disait bah, finalement, mon entraîneur, il n'est jamais satisfait. J'y arrive pas. Il est tout le temps en train de me dire il y a ça qui ne va pas, il y a ça qui ne va pas, etc. J'ai l'occasion d'échanger avec l'entraîneur et l'entraîneur me dit en ce moment, il est en progrès. Vraiment, tout ce que je lui propose, ça fonctionne, etc. Et on s'est aperçu en fait qu'il n'y avait pas de communication suffisante sur les progrès entre l'entraîneur et l'athlète, que l'entraîneur, lui, comme il voyait que l'athlète était très réactif à toutes ces corrections, continuait et renforçait des feedbacks qui étaient perçus par l'athlète comme plutôt des attestations de ce qu'il n'arrivait pas à faire, parce que l'entraîneur se disait, dès que je mets je pointe le doigt sur un truc qui ne va pas, que je lui donne des conseils, il progresse. Sauf que l'athlète, lui, de son côté, il n'entendait que, justement, les repères négatifs que lui indiquait l'entraîneur. Voilà, donc c'est se poser la question, on reviendra rapidement sur les progrès. Alors, ce matin, on a dit on n'a pas travaillé sur les bonnes pratiques, mais moi, Jean-Raymond m'a demandé de parler des bonnes pratiques, donc on va l'évoquer quand même un petit peu. Un des éléments aussi importants de base, moi j'appelle ça la posture de l'entraîneur. Et quand on est sur une vigilance à sa posture, on est déjà dans de la préparation mentale intégrée. La posture de l'entraîneur, c'est tout ce qui relève du temps qu'on va pouvoir consacrer à observer, à écouter, à apprendre des comportements et des réactions des athlètes. C'est tout ce qui concerne le fait de tenir compte des singularités. Sans dévoiler ce qui sera dit tout à l'heure, j'ai participé au groupe sur le handisport
Et on voit bien qu'il y a des particularités dans le handisport qu'on ne retrouve pas forcément dans les sports individuels, dans les sports valides. Mais au sein d'un même sport, il y a des singularités, il y a des athlètes qui réagissent de manière différente aux injonctions, aux conseils, à la communication de l'entraîneur. Et puis, c'est tout ce qui relève de, on en a un peu parlé déjà, le fait de communiquer, d'écouter, d'échanger, de partager. L'autre élément, c'est d'être conscient du type de leadership qu'on utilise. Donc le leadership, c'est notre forme de relation aux athlètes. Et on peut utiliser, en fonction des circonstances, différents types de leadership. Donc est-ce que finalement, le leadership que j'adopte, il est adapté à la situation, au contexte, au moment dans la saison, à la connaissance que j'ai ou pas des sportifs, etc. Ce sont des questions à se poser. Après, tout ça, on va le redécliner rapidement après. Donc, ensuite, c'est instaurer un climat motivationnel favorable. Pour l'instant, je laisse, on va y revenir très vite. C'est tout ce qui est création d'un climat de challenge et non pas de menace. On va y revenir. C'est tout ce qui est, on l'a déjà évoqué, la stimulation de l'engagement. Donc, tout à l'heure, on a parlé d'implication, c'est à peu près la même chose. Donc de l'engagement de l'athlète, c'est tout ce qui va contribuer à nourrir la confiance. Et puis, bien évidemment, c'est aussi comment j'intègre dans ma pratique quotidienne de l'entraînement les différentes, je ne les ai pas toutes citées parce que je n'avais pas la place sur le diaporama, mais les différentes habiletés mentales qui vont être utiles à la réalisation de la performance. Donc mon propos ne vise pas à dire que la préparation mentale n'est que le travail de l'entraîneur. L'entraîneur, comme il peut souhaiter s'adjoindre un préparateur physique, peut souhaiter s'adjoindre un préparateur mental ou pas. Tout à l'heure, Rémi a bien montré que dans les différents pays, il y a des approches différentes. Mais ce qui est fondamental, c'est que ce soit intégré dans l'entraînement et que l'entraîneur soit formé ou se forme ou ait des échanges, etc., pour pouvoir aussi s'approprier cette dimension psychologique. En France, dans les programmes de formation des entraîneurs, la place de la dimension psychologique, j'avais fait un petit calcul, peut-être que les programmes ont un peu évolué depuis, c'est à peine 10% du programme de formation des entraîneurs. Donc forcément, 10%, ça fait très peu. Donc vous avez souvent des formations théoriques, très peu de pratiques, et du coup c'est très difficile ensuite de l'assimiler et de faire sienne toutes les techniques qui peuvent exister, etc., quand on ne les a pas pratiquées. Alors pour ce qui est de l'observation, de la prise en compte des singularités, etc., je vais passer très vite sur quelques petites pistes de réflexion pour vous. Je n'ai pas de recette. Moi je crois que je vous ai parlé du 4/4. Mais voilà, même un 4/4, on suit la recette, on peut faire un très bon 4/4 ou un pas bon. Donc il y a aussi tout ce qui relève de vos savoir-faire, de votre expérience, des adaptations que vous pouvez faire. Donc un des éléments vraiment fondamentaux, c'est laisser le temps pour apprendre à se connaître. C'est-à-dire qu'il faut laisser le temps aux sportifs d'apprendre à vous connaître, il faut que vous donniez le temps d'apprendre à connaître le sportif. Et quand on entraîne des jeunes, les sportifs sont en pleine transformation. Ce qui veut dire que le sportif que vous accueillez peut-être à 13 ans, si vous le gardez 2 ans, 3 ans, à 15 ans, 16 ans, il faut que vous appreniez tout au long de son parcours à connaître, en tout cas à être sensible à son évolution. C'est aussi donner une place au sportif à l'expression. On est dans un système en sport qui est un peu ce qu'on appelle descendant, c'est-à-dire avec un entraîneur qui a la connaissance, qui a l'expertise, etc., et un apprenant qui ne sait rien, ou pas grand-chose. Et donc on est très souvent dans une logique où c'est celui qui sait qui explique ce qu'il faut faire, etc. D'où la raison, alors mon intervention elle aurait dû avoir lieu après, mais d'où la raison pour laquelle on a souhaité que vous vous exprimiez ce matin, justement parce que vous avez énormément de choses à apporter plutôt que d'être dans une situation systématiquement d'écoute tout au long de la journée. Donc il faut pouvoir exprimer ses objectifs, ses ambitions,
C'est-à-dire, quel est le projet de l'athlète? On sait que dans la catégorie junior à senior, on a des sportifs, il y a beaucoup d'abandon dans beaucoup de fédérations. Pourquoi? Ben, il y a des études qui ont été faites, et parfois, pas toujours, mais parfois c'est simplement parce qu'on a des athlètes qui sont encore plutôt dans une logique de participation sportive, et parce qu'ils ont du potentiel, on les contraint d'une certaine manière à s'engager de plus en plus dans une pratique de type compétitive. Et certains sportifs ne sont pas forcément encore prêts à le faire. Certains ne le seront jamais. Donc, c'est important d'identifier quel est le projet à un instant T du sportif, de manière à travailler dans le respect de ce projet. Son état présent, c'est-à-dire plutôt que vous savez, le tétoignage, ben, finalement, ça ne fonctionne pas très bien. Donc, ce qui va être important, c'est de trouver des occasions pour permettre à l'athlète aussi bien d'exprimer ses sensations, que ce soit les sensations kinesthésiques, de gestion d'effort, etc., au lieu de lui donner d'emblée un feedback correctif, par exemple, le simple fait de dire « là, tu as senti quoi ?» va permettre à l'athlète d'exprimer et d'être plus réceptif à ce que vous allez lui proposer derrière que si systématiquement vous donnez un feedback immédiat sans prendre en compte le ressenti du sportif. Même chose sur les émotions, et puis prendre en compte les questionnements que peuvent avoir certains sportifs, que ce soit en termes de doute ou que ce soit simplement des besoins de compréhension. Il y a des études qui ont montré que chez les femmes, enfin les filles notamment, elles étaient beaucoup plus fréquemment dans une demande d'explication, que certains entraîneurs peuvent prendre comme une mise en doute de la pertinence de ce qu'ils proposent, etc. Alors qu'en fait, c'est simplement un besoin de compréhension. D'accord? Donc ces éléments sont à prendre en compte. Et puis, je l'ai déjà dit, donc je repasse vite, hein, c'est aussi une manière d'impliquer l'athlète, c'est de l'amener à donner lui-même les feedbacks, à démarrer par une évaluation de ce qu'il a fait par lui-même avant de lui faire un retour. Ce ne sont que des propositions, hein. Je ne suis pas en train de vous mettre en situation d'appliquer, c'est juste pour nourrir la réflexion. Alors, sur la relation entraîneur-athlète, on sait qu'il y a différentes formes de leadership. Et ce qui est important, c'est de garder en tête qu'il existe différentes formes de leadership et de se dire, bon, mais finalement, quel est le comportement qui va être le plus adapté dans telle situation, par rapport à tel contexte, par rapport à tels athlètes, etc. Quand je démarre avec des athlètes que je ne connais pas, je ne vais pas forcément adopter le même type de leadership que quand je travaille avec des athlètes avec lesquels la collaboration date de 2-3 ans. Donc, est-ce que c'est un comportement pédagogique? C'est-à-dire, est-ce que je centre toute ma relation à l'athlète essentiellement sur de la communication d'ordre technique, physique, etc. Est-ce qu'à un moment donné, je vais plutôt adopter un comportement de type autocratique, c'est-à-dire je me place, comme je disais tout à l'heure, au-dessus de la mêlée et j'affirme mon autorité en tant qu'entraîneur? Est-ce que je vais plutôt recourir à un comportement démocratique et à quel moment ça peut être intéressant de le faire? C'est-à-dire un comportement qui consiste à impliquer les sportifs dans le processus de décision, que ce soit les fixations d'objectifs, que ce soit décider le planning des compétitions. Il y a plein d'éléments qui peuvent entrer là-dedans. Et puis, est-ce que j'adopte des comportements de feedback positif? Donc, quand on parle de feedback positif, ça ne veut pas dire qu'on dit toujours c'est bien, c'est super, c'est vraiment génial, quoi qu'ait fait l'athlète. Quand on parle de feedback positif, ça renvoie à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire ne pas oublier d'exprimer l'appréciation des performances quand l'athlète est en situation de réussite, et quand il est en situation d'erreur, voire d'échec quand on parle de compétition, c'est centrer les feedbacks sur des éléments d'ordre opérationnel plutôt que sur du jugement de valeur ou de l'évitement, hein, en disant « t'as raté ta compétition, écoute, c'est des choses qui arrivent, on n'en parle pas ». D'accord ? On a parlé le climat motivationnel. Donc le climat motivationnel, ça correspond aux critères de succès
que je renvoie en tant qu'entraîneur, par exemple, que je renvoie aux athlètes. C'est-à-dire qu'en fonction des éléments sur lesquels je juge de la réussite ou pas du sportif, je renvoie un certain climat motivationnel et j'ai fait vraiment au plus simple. Soit on est plutôt sur un climat de maîtrise, c'est-à-dire que tout ce qui va être envoyé à l'athlète en termes de critères de succès, c'est plutôt centré sur des critères auto-référencés, comme l'effort, comme des challenges personnels, comme les progrès personnels, etc. Soit je suis sur un climat plutôt de performance, où tout ce que je vais renvoyer en termes de succès va renvoyer à des éléments qui visent à l'émulation, hein, donc la confrontation par exemple dans les entraînements des athlètes les uns avec les autres, des comparaisons, plutôt que de dire à l'athlète tu faisais ça, maintenant tu fais ceci, c'est de dire toi tu fais ça mais l'autre il fait autrement, etc. Et des mises en concurrence. Alors, on est dans le sport de compétition. Et tout à l'heure, Rémi l'a dit, ce qui guide la pratique, c'est la compétition. Si on était en EPS, ils vont recommander de vraiment privilégier exclusivement un climat de maîtrise. Quand on est sur de la pratique compétitive, on va jouer sur les deux climats. Mais l'idée, c'est justement de garder en tête ces deux niveaux de climat et de voir comment on va, en fonction du contexte, en fonction de ce qu'on prépare, etc., éventuellement privilégier l'un ou privilégier l'autre. Et il y a un élément qui va être important pour l'entraîneur, chez les jeunes, c'est les parents. Pourquoi ? Parce qu'il faut que l'entraîneur fasse en sorte, le mieux possible, que le climat induit par les parents soit aussi celui que l'entraîneur veut induire chez les athlètes. Si vous accompagnez par exemple vos athlètes en compétition, que vous considérez que c'est une compétition de préparation et que vous voulez mettre l'accent sur des critères plutôt de progrès personnel et que les parents, eux qui accompagnent le gamin pendant tout le trajet et à l'arrivée sur le terrain, sont là, il faut que tu les battes, il faut que tu les écrases. Moi j'ai entendu ça à un moment donné quand mon fils faisait du judo, il avait 7 ans et demi, et j'entendais parents qui disaient allez, écrase-le au sol. Je me demande si j'ai pas entendu tue-le. C'était bien évidemment une métaphore. Voilà. Donc, moi, j'avais été invitée par le tennis, par un club de tennis, sur un échange avec les parents. Parce que l'entraîneur me disait il faut absolument que les parents soient associés aux questions, à ce qu'on essaye de mettre en place pour qu'on aille tous dans le même sens. Alors, créer un climat de challenge, ça renvoie au processus du stress. Le stress fait partie intégrante de la pratique sportive et notamment de la compétition parce que le stress, ça renvoie à toutes les émotions qu'on peut éprouver. Et si on n'éprouve pas d'émotions, finalement, la compétition va très vite perdre de son intérêt. Et donc, plutôt que de vouloir, comme on l'a dit pendant des années, endiguer le stress, l'idée, c'est d'apprendre à identifier son stress et à faire avec son stress, sachant qu'il y a des sportifs qui vont être de nature plus anxieuse que d'autres, etc. Et c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est d'abord de se poser la question, est-ce qu'ils sont performants ? Si vous avez un athlète qui stresse à chaque compète, mais qu'à chaque fois il est performant, quelque part, ça veut dire qu'il a bien assimilé sa nature anxieuse et qu'il fait avec. Donc le stress, en fait, c'est un processus dynamique et qui est lié à l'évaluation qu'on fait en permanence entre, d'un côté, l'action à accomplir, sa difficulté, tout ce qu'il y a à mettre en œuvre pour la réussir, et puis les ressources qu'on pense avoir. Si je pense que j'ai largement les ressources pour faire face... Alors pour qu'il y ait du stress, il faut quand même qu'il y ait de l'incertitude. Si je fais une tâche que j'accomplis depuis l'âge de 2 ans, il n'y aura pas de stress. Donc il faut quand même qu'il y ait une possibilité d'échec. Si je pense qu'en mettant tout en œuvre, j'ai les ressources pour faire face à l'athlète, la situation de stress, je la vive comme un challenge. Si j'ai le sentiment que la demande de la situation dépasse mes capacités, je vais peut-être plutôt vivre la situation comme une menace. Et donc cette notion d'évaluation, on la retrouve aussi bien avant l'action qu'après l'action.
Quand je suis avant l'action, on vient de le voir, je suis soit en situation de challenge, soit en situation de menace. Et puis quand j'ai réalisé l'action, j'évalue la réussite ou l'échec. Et bien évidemment, si j'ai réussi, je vais être satisfaite. Si j'ai échoué, je vais être déçue. Normal. Tout l'art de l'entraîneur, ça va être de placer le plus possible le sportif à la fois en situation de challenge avant l'action et en situation de satisfaction après l'action. Avant l'action, le challenge, on va l'obtenir si les situations, ça peut être à l'entraînement, hein, c'est pas seulement la compète, mais si les situations sont de niveau difficulté adapté, si les objectifs sont difficiles mais restent réalistes, et puis s'il y a de l'enjeu, en évitant qu'il y ait trop de pression. C'est plus compliqué quand on a raté de passer de la déception à la satisfaction. La déception, elle est naturelle. C'est aussi ce qui fait rebondir. Hein. Quand on a été déçu, on a envie de faire mieux la fois suivante. Mais comment? Le risque, quand on enchaîne les déceptions, c'est d'aborder après, à chaque fois, les situations en situation de menace. Donc comment donner des éléments de satisfaction dans une situation décevante? Eh bien, ça passe par, d'une part, faire ressortir les éléments positifs de la situation. Il est très rare dans une compétition que l'athlète ait été très mauvais du début jusqu'à la fin. Il peut y avoir eu des temps, ça peut être un début de match pour les sports co, pour les sports duels, etc. Il peut y avoir eu des temps où le sportif a donné des signes d'efficacité. Et donc c'est important aussi de prendre en compte ces moments où le sportif a été efficace plutôt que de ne se centrer que sur les moments où il ne l'a pas été. Et puis le deuxième élément, c'est, et je l'ai entendu aussi ce matin, non, j'ai entendu dans le groupe Handisport, sur le droit à l'erreur. C'est-à-dire que plutôt que d'être dans un feedback où on va mettre l'accent sur ce qui n'a pas été bien réussi, avec une tonalité, c'est pas bien, là t'as pas été bon, voire t'as été nul, etc. C'est de considérer qu'on est dans une logique d'analyse des erreurs pour apprendre de ces erreurs et donc pour progresser. On n'évacuera pas la déception au départ, hein, mais l'idée c'est de voir comment on se relance après la déception. Après, donc stimuler l'engagement, c'est savoir d'une part où on va et c'est savoir comment on y va. Donc savoir où on va et comment, l'idée c'est vraiment d'être bien évidemment sur des objectifs, mais surtout sur des objectifs avec des étapes intermédiaires. C'est plus facile d'atteindre le Graal quand on a des marches d'escalier à franchir que quand on a l'impression d'être en bas d'un mur. L'avantage aussi, c'est que ça permet de relativiser quand le Graal n'a pas été atteint, ça permet aussi de relativiser. Si je suis dans une logique où, par exemple, pour un jeune, le seul objectif le principal et le seul objectif de la saison, c'est d'être champion de France, et que le gamin a fait 3e, si je suis dans le schéma de gauche, c'est tout ou rien. C'est-à-dire j'ai réussi ma saison ou j'ai raté ma saison. Si je suis dans une logique où l'objectif c'est d'être champion de France, mais que j'ai fixé d'autres étapes intermédiaires, et pas seulement en termes de perf en compétition, ça peut être aussi en termes des progrès réalisés à l'entraînement, de régularité, etc. Et bien du coup, je crois que j'ai un curseur. Voilà. Du coup, à la fin de la saison, ok, je ne suis pas arrivé là, mais quand on va faire le bilan de la saison, on va peut-être s'apercevoir que je suis arrivé ici. Ça veut dire que, quelque part, je fais prendre conscience à mon sportif que dans la saison, il a franchi toutes ces étapes. Et que donc, effectivement, on peut se projeter sur la saison suivante, non pas en repartant de zéro, mais en repartant sur un chemin qui a déjà été au moins en partie parcouru. Donc là, je vais passer vite parce que je veux laisser quand même du temps, c'est très important au bilan des différents groupes. Donc tout ce qui est nourrir la confiance, parce que c'est difficile souvent on considère la confiance comme une habileté, mais c'est difficile de travailler directement sur la confiance. En tout cas, de mon point de vue, la confiance, elle se nourrit justement de toute la qualité qui a été mise en place en termes d'implication, en termes
d'observation des progrès, etc., etc. Et donc la valorisation des progrès, ça va être un élément très important. Mais valoriser les progrès, des fois, ça peut passer simplement par l'attention qu'on a à être attentif à tous les sportifs. Et notamment chez les jeunes qui sont très sensibles à ça. Ils n'ont pas les mêmes critères d'évaluation de leur potentiel, etc. Si quand on a des adolescents, on sait qu'il y a des différences de développement biologique, de maturité biologique qui font que... c'était pas moi. De maturité biologique qui font que certains ont l'air de progresser plus vite que les autres, mais seront rattrapés d'ici quelques années, etc. Et donc il y a un élément qui est important, c'est que tous les sportifs doivent avoir le sentiment que l'entraîneur s'intéresse à eux. Et ça m'est arrivé aussi chez des jeunes sportifs d'avoir des retours d'athlètes me disant de toute façon je suis pas bon parce que l'entraîneur s'occupe jamais vraiment de moi. Et de son côté, l'entraîneur va dire lui, il est hyper autonome, il se débrouille tout seul, donc du coup, je m'occupe plus d'autres qui sont plus en difficulté sur ce point-là. Et oui, là encore, l'écart entre la perception que peut avoir l'athlète et la perception que peut avoir l'entraîneur. Donc, on peut réfléchir en tant qu'entraîneur sur on a une palette riche la plupart du temps pour évaluer les progrès et pas seulement la performance. Et donc, ça peut être intéressant de voir chacun dans sa discipline quels sont tous les critères de progrès sur lesquels je peux m'appuyer, qui peuvent être aussi bien des critères en termes de performance, mais des critères de réalisation, etc. Par exemple, sur de la technique, si on utilise des enregistrements vidéo, on peut comparer, je ne vais pas faire de pub pour un système plus qu'un autre, mais on sait qu'il existe des logiciels qui permettent de comparer une réalisation en septembre avec la même réalisation 6 mois plus tard et qui permet... Et ça, visuellement, pour l'athlète, c'est important. Ce ne sont que des exemples. Donc là, je passe vite. Je vais passer sur tous les progrès. Je donnerai le... Oui, et je vais conclure. Juste, je vais conclure sur... non, moi je vais conclure là, parce qu'après, on pourra toujours y revenir éventuellement plus tard si ça se prête au débat. Je vous remercie et j'attends avec impatience les comptes rendus des différents groupes. Ils vont être très enrichissants. Merci Nadine. Merci Nadine. Donc tu laisses et tu vas transmettre donc directement à Rémi ton petit bip et ton micro HF. Sur l'atelier des sports individuels, ce qui était intéressant, et je pense que ça a été partagé sur tous les ateliers, c'est l'engagement qu'il y a eu et l'ensemble de la communication. Ce qui a fait qu'en fait on a un peu dépassé le temps, mais on a voulu valoriser l'échange. Donc on avait 5 questions qui ont été posées. Sur la première, c'était d'abord de voir si vous vous retrouviez dans l'analyse. Donc, par rapport à se retrouver dans l'analyse, ce qui a été important, ce qui a été noté, ce qui est important, c'est vraiment de différencier la théorie de la pratique. Ensuite, les notions à éclairer davantage, ce seraient les notions sur le domaine de la communication entre les entraîneurs, les sportifs, la communication entre les experts de préparation mentale et en fait l'ensemble des acteurs. Et il y a 3 autres choses qui ont été amenées. C'est la problématique de la formation des entraîneurs, les outils qui permettent de mettre en place la préparation mentale et la recherche de l'autonomie du sportif. Et donc ça, ce sont les points vraiment que l'on pourrait éclairer davantage suite à tout le travail qui a été fait jusqu'à maintenant. La deuxième question, c'est quels besoins identifiez-vous pour intégrer la préparation mentale ? Alors là, il y a eu plus d'éléments. Je ne vais pas revenir point par point, vous pouvez lire, mais je pense que les 3 grandes choses qui ont été intéressantes, c'est un besoin de réglementation et de cadrage pour comprendre et pour pouvoir comprendre la qualité et s'assurer de la qualité de l'intervention extérieure, de l'intervention de l'expert qui est le préparateur mental. La deuxième chose, c'est le besoin d'avoir une démystification de la pratique et de la préparation mentale. Et autour de ça, il y a énormément de commentaires qui se sont greffés sur un besoin de formation des entraîneurs, un besoin de formation des parents, un besoin de pédagogie. Et la troisième chose,
c'est le besoin d'individualisation des approches, d'avoir une approche singulière qui est contextualisée au sportif ou à son contexte de développement. La troisième chose, c'est sur la question, c'était de savoir s'il y avait une planification de la préparation mentale comme elle pourrait exister sur la préparation physique. Donc, alors là, il y avait beaucoup de « ça dépend ». Oui, ça dépend parce que chaque discipline a son approche particulière. Chaque discipline et chaque sportif, en fonction de son développement, va avoir un besoin différent. Une question qui était assez intéressante, c'est cette question de synergie entre les acteurs. Et il a été noté aussi le rôle de l'entraîneur dans la dynamique de cette synergie. Est-ce que l'entraîneur est un technicien et donc fait partie des acteurs de la performance, ou est-ce que l'entraîneur est un chef d'orchestre et donc vient orchestrer l'ensemble des éléments de préparation, qui peuvent être la préparation mentale, la préparation physique, mais beaucoup d'autres choses. Et encore une fois, très individualisé. La question 4, le traitement spécifique au feeling. Donc c'est de dire, est-ce que la préparation mentale, c'est une planification, c'est traité de façon spécifique? Encore une fois, le parallèle peut-être avec la préparation physique, qui est plus connue de tout le monde. Ou est-ce qu'on y va au feeling? Et donc, ce qui était intéressant ici, c'est donc déjà de se dire, redéfinir la préparation mentale intégrée. Elle a été définie comme étant au cœur de l'entraînement. C'est vraiment présent. Et là, ce qui était intéressant, c'est de dire qu'en fait, la notion de feeling, en fait, les deux peuvent être présentes, et que la notion de feeling, elle va venir soit nourrir, soit contredire cette planification, et donc finalement l'adapter au quotidien pour être sûr qu'on soit en lien avec le besoin du sportif, le besoin de l'entraîneur au moment T. Et la dernière question qu'on n'avait pas à traiter, mais on l'a fait quand même, c'était la question sur la spécificité de la préparation mentale pour le handisport. C'était à traiter. C'était à traiter? Eh bien, on l'a fait, donc ça c'est génial. Là, ce qui a été intéressant, c'est qu'en fait, on s'est rendu compte que dans la salle, il y avait une capacité à se poser les questions, à réfléchir, et à partir de son expérience, aller plus loin et se poser la question du modèle handisport. Là, on est revenu encore sur l'importance de l'individualité, l'importance de la personne, avec une notion où on s'est dit qu'on devait peut-être aller plus loin sur la connaissance de la personne, avec la notion d'une acceptation et d'une connaissance accrue de la personne, qui a émergé. Parce qu'on s'est dit qu'il y avait toutes des notions peut-être par rapport au traumatisme ou par rapport à l'acceptation du handicap qu'on n'a pas besoin de traiter, on n'a pas nécessairement besoin de traiter chez les valides. La dernière chose, c'est encore une fois, il faut adapter la préparation mentale à l'individu. Donc on est encore une fois dans une notion d'individualisation. Dernier point, quelque chose qui est venu très très fort, c'est la recherche, deux choses. Ce n'est pas uniquement une recherche d'autonomie, c'est une recherche de bien-être, de cohérence de l'environnement autour du sportif, de l'entraîneur et tout ça. Et la dernière, c'est la notion d'autonomie. C'est très bien la préparation mentale, c'est très bien d'avoir des préparateurs mentaux, c'est très bien d'avoir une planification, mais à la fin, l'autonomie de l'athlète est revenue sur l'ensemble des questions. Voilà. Merci Rémi, bravo. On peut l'applaudir son esprit de synthèse. On passe tout de suite la parole à Michael qui va lui nous faire son petit topo sur les sports collectifs. Voilà, alors comme ce sont des sports collectifs, on va la jouer collective de façon à ce que ça puisse correspondre. Donc à la demande, il y avait 4 groupes en fait dans l'atelier du sport collectif, il y avait 4 groupes et donc de fait on n'a pas pu traiter toutes les questions et ces groupes n'ont pas pu traiter toutes les questions. Ils ont traité la question 2, 3, 4 et 5 plus particulièrement. Donc concernant la question 2, quels besoins identifiez-vous pour intégrer la préparation mentale à l'entraînement? Ce qu'il en est ressorti, c'est qu'il fallait au départ qu'il y ait un objectif commun du collectif et décidé par le collectif, et que l'entraîneur puisse faire une évaluation individuelle de chaque joueur ou joueuse de ce collectif par rapport à l'objectif commun qui a été décidé, donc de son implication et de sa manière de
respecter, on va dire, les consignes données par rapport à l'objectif à atteindre. Donc c'est une restitution, il y a toujours un peu un filtre malgré tout, parce que je n'ai pas participé au débat de ce groupe, mais il a souhaité, ce groupe-là a souhaité que je fasse la restitution. Ensuite, il faut que l'entraîneur donne la parole à chaque joueur ou joueuse. C'est important d'avoir un retour, un feedback par rapport aux joueurs et aux joueuses. Ensuite, bien nommer les outils utilisés par l'entraîneur aux joueurs. S'il a des outils pour qu'il y ait une bonne compréhension, s'il a des outils qu'il utilise par rapport à la préparation mentale, ou si ce n'est autre que des outils, ça peut être une méthode aussi qui lui est propre parce qu'il a eu, je dirais, des éléments de formation ou des connaissances et des compétences en la matière, il faut qu'il identifie et qu'il soit clair avec les joueurs et les joueuses pour que ce soit bien compris, quelle démarche il suit, pourquoi il fait ça, pourquoi il leur demande ça, qu'est-ce qu'il attend en retour, etc. Tenir compte du contexte, l'entraîneur doit tenir compte du contexte psycho-affectif des parents, du positionnement du joueur ou de la joueuse dans l'équipe également, que l'entraîneur puisse avoir aussi des notions, voire une formation, si c'est possible, dans le domaine de la préparation mentale, et qu'il ait également un travail sur lui-même par rapport à son propre mode de fonctionnement et à ce qu'il est susceptible de faire dans ce domaine, ou pas d'ailleurs, ce qui lui permettra de mieux savoir qu'est-ce qu'il fait, comment il le fait, pourquoi il le fait, et les donc, répercussions et conséquences que cela peut avoir. Donc une notion importante quand même de formation de l'entraîneur par rapport à cette problématique, ou en tout cas à ce domaine de la préparation mentale. Donc voilà, ça c'était pour un des groupes sur la question 2. Maintenant, je vais passer la parole à Marie pour la question 3. Eric, vous pouvez vous rapprocher, il y a Eric et Chloé. Rapprochez-vous, venez. Et Chloé, ça vous plaît bien venir nous rejoindre. Merci beaucoup. Donc pour la question 3, c'était donc quelle dimension de la préparation mentale individuelle dans la dimension collective en sport d'équipe. Nous on est parti de l'idée qu'il y a un système à la base. Donc il y a plusieurs individualités qui forment un collectif. Donc des connexions interindividuelles entre les individus, entre les athlètes eux-mêmes, voire entraîneurs et athlètes. Et qu'il y a une autre connexion un peu plus verticale qui va de l'individu vers le collectif. À partir de ça, on a fait émerger deux grandes idées. La première étant que l'athlète doit savoir pourquoi il est là dans le collectif et que lui et l'entraîneur doivent connaître les leviers qui permettront à l'athlète de s'impliquer, progresser et prendre plaisir dans le projet collectif. Donc ça passerait par deux étapes. La première étant pour l'athlète de prendre conscience de ses modes de fonctionnement. Et pour cela, l'entraîneur il peut apporter certaines preuves pour aider cette prise de conscience. Une deuxième étape serait de prendre connaissance et conscience du mode de fonctionnement de ses coéquipiers. Donc ça nous a ensuite amené à nous poser la question un peu plus de la temporalité de la mise en œuvre, donc à savoir quand et comment est-ce que ça peut se faire, donc à quelle mise en œuvre finalement aussi de la préparation mentale est-ce qu'on peut réaliser. Donc d'abord en début de saison avec un entretien individuel pour que l'entraîneur puisse identifier des canaux de communication préférentiels à chacun de ses athlètes. On a aussi mis en évidence que ça pouvait être difficile pour les athlètes parfois d'identifier ou d'exprimer des besoins individuels en préparation mentale. Et donc un deuxième moment, donc des entretiens en cours de saison avec la question est-ce qu'on planifie les entretiens de manière formelle ou bien est-ce que on opte plus pour un mode un peu spontané selon ce que l'entraîneur observe. Et donc on a eu particulièrement l'exemple de ce que fait le hockey sur gaz, le pôle hockey sur gazon de l'INSEP, qui eux proposent donc aux athlètes des entretiens individuels qui sont ouverts, donc ils viennent ou ils viennent pas, les athlètes. Donc ça permet notamment, avec la synthèse qui est faite
d'avoir un retour aux entraîneurs pour permettre de réguler d'éventuels comportements qu'ils peuvent avoir et puis de faire en sorte que ces comportements-là puissent passer d'un comportement de frein à un comportement un peu plus de tremplin, mais aussi de considérer l'évolution du schéma de vie de chaque athlète, parce que bon, en dehors du terrain, il peut aussi se passer des choses dans la vie, donc le contexte dans lequel évolue chacun. Et puis donc, il propose aussi des entretiens collectifs qui permettent de construire un projet sur la base de valeurs qui sont consensuellement définies et validées. Et donc, ça implique un travail sur la sémantique qui est nécessaire, que tout le monde parle le même langage pour s'assurer que chacun dans le groupe soit sur la même longueur d'onde. Merci beaucoup. Alors, moi, je suis le rapporteur de la question 4, qui est sur avez-vous, dans votre discipline, une proposition de planification de la préparation mentale semblable à une planification de la préparation physique? Alors, je vais essayer de répondre et surtout d'être fidèle au groupe, dans la mesure où moi, je n'ai pas fait ma préparation mentale pour intervenir, donc j'espère que je vais rapporter ça correctement. Alors, de manière générale, on a effectivement répondu que oui, il y avait des planifications qui allaient du très large au très spécifique, puisque effectivement la problématique des sports collectifs, c'est qu'il y a des matchs, des objectifs très régulièrement, que ça passait par du travail de visualisation et de relaxation, et qu'après, de manière plus spécifique, on rentrait sur des relations interjoueurs, intrajoueurs, et sur de l'humain. Néanmoins, au-delà de ce constat, on a voulu aussi émettre une problématique par rapport à cette question, qui étaient donc les freins de la mise en place de cette planification. Au même titre que les premiers préparateurs physiques, on est, en tant que préparateurs mentaux, on a des obstacles tels que le temps, les moyens et surtout les représentations du staff, des parents et de l'athlète. Et du coup, ça met quand même en jeu ces interventions en termes de planification, et ça demande beaucoup d'adaptation. On s'est posé du coup par rapport à ces représentations la manière d'intervenir. Et on a constaté que par nos expériences, certains collègues intervenaient de manière plus sur du long terme et sur de la formation de l'individu et la structuration du sportif. Et là, en l'occurrence, la collègue qui était en psychologie, qui était psychologue du sport, travailler sur cette formation-là. On s'est aperçu aussi qu'on intervenait sur des moments plus précis, en période de crise, et qui étaient directement afférents aux émotions de la situation, que la situation pouvait générer. Alors ça pouvait être une période de crise par rapport à des relations entre les joueurs, mais ça pouvait être aussi conjoncturel par rapport à un objectif qu'il fallait négocier, et le négocier au mieux. Et donc là, les compétences étaient effectivement différentes par rapport à ces interventions. Donc je crois que là, j'ai effectivement tout énoncé. Est-ce que j'aurais oublié quelque chose? Non, c'est bon. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Avec mon groupe, on s'est penché sur la question 5 et notamment le parallèle entre la planification et l'intégration de la préparation physique et de la préparation mentale. On a traité la question de manière plus large que ça et j'essaierai d'être concise mais de faire quand même part de l'ensemble des débats qu'on a eus. En toute humilité, je voulais raconter un petit peu au Pôle France féminin de football comment on travaillait puisque je suis préparatrice mentale intégrée à la formation de ces jeunes filles pendant 3 ans. Et on estime qu'effectivement, un parallèle et une planification peut être fait en préparation mentale, ne serait-ce que parce que si elle n'est pas planifiée, elle va passer comme le 5e élément du 4K en fait, et elle ne sera pas réellement prise en compte au cours de l'année. Donc c'est important de réserver des créneaux et de la planifier, même si j'estime que son contenu doit être très souple et qu'il est difficile de dire en octobre on travaillera sur telle habilité, ça va dépendre de la dynamique dans laquelle sont les membres de l'équipe et l'équipe dans son ensemble. Donc oui pour un parallèle, oui pour une planification parce qu'il faut la prendre en compte, mais
ne pas oublier que ça reste quelque chose de très souple, qu'on est sur un facteur humain et des évaluations qui sont subjectives et qu'il faut en permanence s'adapter, et notamment en contexte sportif. Après, je rajouterais, pour être fidèle aux échanges qui ont lieu dans notre groupe, que cette mise en place du projet dont je vous présente là, elle nécessite deux choses. Elle nécessite des ressources financières que toutes les fédérations n'ont pas forcément, et des ressources humaines, c'est-à-dire des personnes qui sont en mesure d'adopter une posture et d'avoir des connaissances qui leur permettent effectivement de s'intégrer dans un staff, de faire partie d'un staff et de participer à la vie collective d'une équipe, d'un pôle ou autre. Donc voilà, on a beaucoup échangé sur ces sujets de posture et de ressources à la fois humaines et financières pour réaliser ces projets. Merci beaucoup. Je propose, merci pour votre intervention. Je vous propose de regagner vos places et Emanuele Di Marino et Sandra. L'intervention va se faire en Emanuele, Chinese, Italian ou English? No Chinese? L'intervention va se faire en anglais. Good morning. Good morning. So our group was about mental preparation of para-athletes. First topic was about blind athletes and confidence with the guide, and the importance to have someone to train with daily to have a strong relationship between athletes and guide, because this is one of the first important thing that we talk about first. Okay, notre groupe donc était sur la préparation mentale pour les Paralympiques. Le premier sujet abordé était principalement autour des athlètes aveugles et l'importance de la relation entre le guide et de la construction de la relation entre le guide et l'athlète. Then the second topic was about the educator in the team that needs to work with the para-athletes, and especially also the language that the educator use with the disabled athletes at all level, of course. Okay. Le deuxième thème, c'était d'intégrer dans l'équipe l'éducateur de vie de l'athlète handicapé, qui était très importante parce que ça nécessitait déjà de l'intégrer dans l'équipe et de bien connaître son environnement qui est un peu particulière pour un athlète handicapé. From all these points, we came to the consideration that it's important to have two different persons in coach and mental coach, because it's difficult, even if it's able-bodied or disabled athletes, have the same person that can do coach and mental preparation. So important is to have two different persons. À partir de ce moment-là, il y a eu une discussion autour de la préparation mentale intégrée à l'entraînement, et plus particulièrement la considération d'avoir deux personnes qui soient distinctes pour l'entraînement et pour la préparation mentale. Donc avoir un entraîneur chargé de l'entraînement réellement et un préparateur mental spécialiste évidemment de la préparation mentale. We talked then about if there is a specific preparation for the mental coach in para-athletes, but at least in Italy, it's the same preparation for able-bodied and para-athletes. This important aspect is also important to talk about the anxiety that is very high in the disabled athletes. And so we should need to have specific preparation for mental coaching in para-athletes. Sur le point suivant, c'est de voir les recommandations qu'il pouvait y avoir en préparation mentale pour les athlètes paralympiques. On a considéré que la préparation mentale, l'approche est la même que pour les athlètes valides au départ, avec peut-être un focus plus particulier sur l'anxiété que peuvent ressentir les athlètes paralympiques, en particulier dans des disciplines où les sportifs sont dans des catégories
qui regroupe plusieurs classes de handicap, avec certains handicaps qui ont, enfin, certaines athlètes qui ont des outils technologiques plus avancés que d'autres et qui peuvent créer une forme d'injustice forte dans ces catégories-là. This is an important aspect because Paralympic sport should have a fight sport. If disabled athletes cannot have the goal to have a fight sport, this is a big mistake of the Paralympic sport. Anyway, we want to thank all the participants of the group, and we hope and need to improve and develop more this topic. Thank you. C'est quelque chose, le dernier point que j'ai énoncé est quelque chose qui tient particulièrement à cœur aux athlètes paralympiques, parce que c'est vrai que les catégories sont parfois très larges et rendent les choses encore plus difficiles, ce qui fait que certains athlètes n'ont pas forcément les mêmes moyens que les autres d'atteindre les résultats escomptés, donc c'est pas forcément évident. Pour finir, en conclusion, il souhaitait remercier donc tous les participants du groupe. C'était des discussions qui étaient très riches et très intéressantes. Il insiste sur la nécessité de travailler sur tous les sujets qu'on vient d'énoncer à l'avenir. Voilà. Merci beaucoup. Bravo pour ce rapport collégial, bilingue, tout à fait dans l'esprit de notre symposium.